Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de Portrait Martial. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier du fond du cœur pour l'accueil réservé au premier épisode. Énormément de likes, de commentaires et de partages. Ça nous a fait extrêmement plaisir à l'équipe et à moi-même. On vous en est extrêmement reconnaissant. Pour le deuxième épisode, on retourne au Maccabi, mais cette fois-ci avec Marvin Roth, ancien professionnel de rugby qui a transitionné vers les sports de combat et spécifiquement le grappling. On va aller essayer de comprendre son parcours, comprendre son point de vue aux choses et voir son évolution. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage. Marvin, bonjour. Bienvenue dans l'émission Portrait Martial. Ici, on essaie de comprendre les philosophies. Qu'est-ce qui pousse les gens à aller dans les arts martiaux? Qu'est-ce qui les motive? Sache que vraiment, c'est un plaisir de t'avoir ici. On est chez toi, on est au Maccabi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Déjà, tout d'abord, c'est un plaisir aussi pour moi d'être sur ta chaîne. Donc, je me présente, je m'appelle Marvin Roth, j'ai 33 ans. Je suis pratiquant à la base de MMA. J'ai commencé par le striking, après je me suis mis au MMA. J'ai compris que le MMA, il avait besoin de beaucoup de sol et je me suis spécialisé dans le sol. Et aujourd'hui, je suis coach de grappling. Du coup, tu as commencé par la boxe anglaise pour ensuite te tourner vers le MMA et après vers le sol. C'est un schéma qui quand même se répète beaucoup. Comment ça se fait? En fait, j'ai commencé par ce que je connaissais, en me disant, moi j'ai fait du rugby. Ok, maintenant je vais arriver, je faisais un peu de boxe anglaise à côté, je me suis dit bon, je vais faire de la boxe anglaise, parce que c'est un sport qui m'a attiré depuis que je suis tout jeune, et quand j'étais encore à l'époque de Nice, parce que je viens de Nice, avant d'arriver sur Bourgoin, machin, tout ça, Aix-en-Provence, et au final Paris, je faisais de la boxe un petit peu, donc oui, très peu, et j'aimais ça, ça a toujours été le côté un peu bagarre, tout ça que j'adorais, que je plaisais, les sports de combat. Et donc en fait, quand j'ai terminé le rugby, je me suis dit, je vais d'abord m'approcher de la chose que je connais le mieux, ça veut dire, c'est-à-dire qui me semble le plus... Des gros takedowns. Voilà. Des gros takedowns. Des gros takedowns. Donc au début, je me suis dit d'abord je vais me mettre à la boxe et en disant je vais me remettre un petit striking tranquillement et après je vais commencer à passer au MMA. Ça a été un petit peu ma démarche. Sachant que pendant le Covid, toutes les salles étaient fermées, je partais faire un peu du workout à droite à gauche et je suis tombé sur un street fight. Où en fait c'est dans la rue, dans des parcs et il y avait un prof qui était là-bas et je voyais des mecs avec un bon niveau. Je me dis putain, et je voyais des mecs avec un très mauvais niveau, et je voyais 2, 3, 4, 5 mecs qui étaient genre vraiment très chauds. Et je dis putain, qu'est-ce que c'est cet endroit? Et moi je suis à côté, et je regarde les mecs en train de combattre, et j'en vois deux mecs à un bon niveau, et j'ai toujours eu cet aspect j'ai un bon œil, c'est-à-dire que je pense que je peux être un meilleur entraîneur qu'un pratiquant. J'ai ce truc-là sportif parce qu'il se ramène du sport de haut niveau. J'ai fait ça depuis que je suis tout petit. Avant ça, j'ai fait du tennis, j'étais classé France, j'ai arrêté le tennis pour un chien. Donc j'ai vraiment été tout le temps dans le sport. Je savais que le sport, ça allait être ma vie depuis que je suis tout jeune. Et donc j'ai toujours eu cette approche-là du sport, du haut niveau, en regardant les mouvements, tout ça, sans avoir besoin spécialement de pratiquer. Et je vois ces deux mecs en train de boxer et je vois le défaut qu'il a. Je lui dis, il sort du ring et je lui dis, à chaque fois que tu mets ta droite, il te met esquive gauche, hypercute au foie. Tu le prends 3 fois. Redescends ton bras et tu peux venir punir. Et je dis ça et le coach, il m'entend que je lui dis ça. Et au début, je me suis dit, merde, j'aurais dû fermer ma bouche, quoi. Je m'émisse dans un endroit qui n'est pas le mien. Et il revient, je vois le mec qui combat, il fait exactement ce que je lui dis, boum, 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 et il touche fort. Et il me dit, ok, moi je me retire. Et le coach, il me dit, tu fais la boxe? Je dis non, pas spécialement, je fais un tout petit peu. Il me dit, tu mets les gants, tout ça? Je dis de temps en temps, il me dit, bah viens, tu viens. C'est 5 € le cours, parce que le mec avait besoin de survivre, donc au final on était pas mal. Donc il me dit 5 € le cours, et tu viens et tu fais ton boxe. C'est prépa, on fait la prépa physique, technique, et à la fin on a des trucs de sparring. Je dis ok. Et j'ai commencé comme ça, et pendant 2 mois et demi, j'ai fait que de la boxe. Et au final, je me suis tombé sur un mec qui s'appelle Bumba, qui est 2 fois champion de France, moins de 80 kg en amateur, qui est très fort, qui mettait le jeu à mort. Et ça m'a permis d'évoluer. Donc en fait, quand je suis arrivé, j'ai très vite monté de niveau en 2 mois parce que tous les jours j'allais là-bas. Pendant le Covid, c'était vraiment ma déterre. Je venais, je prenais mon sac à dos, je descendais là-bas, je boxais pendant 2-3 heures, je revenais. C'est comme ça que j'ai commencé vraiment à faire la boxe. Et quand le Covid est terminé, j'ai dit bon, ok, je fais la boxe, je tombe amoureux de ce sport, je kiffe ce sport-là. J'arrive au Maccabi en disant, en tant qu'élève, j'ai dit bon, je vais faire la boxe. Mais avec l'envie et surtout l'objectif d'arriver au MMA. Je commence à faire de la boxe et je vois que je suis meilleur que tout le monde parce qu'en fait le niveau est bon et je vois en amateur tout ça, mais je me suis rendu compte que j'avais un bon entraîneur avec des mecs qui étaient très solides et en fait c'était des mecs qui travaillaient dans des clubs, champion de France, j'avais l'habitude que ça soit dur. Et tout de suite je suis parti au MMA. Et moi j'étais sûr de ma boxe et je voyais qu'en boxe anglaise, j'étais bien. Mais le moment les mecs ils descendaient dans les jambes. Et je me suis rendu compte que par le rugby, j'arrivais à mettre des bons takedowns, mais par contre c'était des takedowns qui n'étaient pas adaptés au MMA. Ça veut dire que je venais, je boxais, quand les mecs qui me prenaient en takedown, c'était pas la même chose, parce que nous on avait l'habitude au rugby de venir mettre une percussion, et après avancer, c'est pas du tout le même schéma.
Ou sinon, quand les mecs ils te prenaient, tu sortais le ballon, t'acceptais le fait que tu t'es fait retourner. Mais là, en fait, c'est le takedown, c'est le début. C'est derrière, il y a plein de choses qui se passent. Et donc là, j'étais perdu. Putain, parti au sol, les mecs qui passaient à droite, à gauche. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce sport? Et la même chose, quand je venais mettre un takedown, j'étais sûr de moi, je mettais des gros takedowns. Donc sur les débutants, ça passait. Mais dès que la personne avait un peu de savoir-faire ou d'expérience, je prenais une guillotine. Ou je l'emmenais au sol, il me renversait sur un genou. Et je me dis, putain, mais c'est moi qui ai mis le truc. Et derrière, je me fais renverser. Et là, je commençais à me dire, ok, le sol, c'est ultra important. Je me suis rendu compte que j'avais en fait, mis à le rugby, ok, mais en fait, j'ai pas de sol. Et ça te frustre. Et du coup, tu sais plus faire de la boxe. J'ai commencé à faire de la boxe taille, du machin. Et quand il y avait le sol, j'étais complètement perdu. Je dis, ok, il faut que je trouve une solution, il faut que je passe au sol. J'ai commencé le sol pour arriver au MMA. Au début, je faisais les deux. Et à un moment donné, en fait, je suis tombé amoureux du sol. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est que j'ai envie de faire que ça. Tu as commencé avec le gi pour ensuite partir en no-gi. Ouais. Pourquoi ce choix? Bah en fait, le premier accès que j'ai eu dans ce sport, c'était du gi. Quand je suis arrivé, d'ailleurs, c'était à la Gracie Barra en Australie. Je savais même pas ce que c'était la Gracie à l'époque. Je suis arrivé, j'ai vu, chaque fois mon coach il me disait, oh, c'est une grosse équipe. Oh, super, je m'en fous. Je m'amusais à faire du sol et mettre des takedowns, tu vois. Et en fait, c'était du gi. Et j'avais même pas encore accès au no-gi. Je savais même pas. Je me dis, ok, c'est ça, on me donne ça, je fais ça. Et j'ai commencé avec ça, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, je me suis vite rendu compte que j'adore le gi. Mais pour le MMA, il faut du no-gi. Parce qu'en fait, quand tu travailles dans une cage, ben, t'as pas de prise. C'est deux sports qui sont complètement différents, qui est quand même le même sport, où la philosophie est assez différente. C'est assez particulier, c'est-à-dire que c'est complètement le même sport, mais avec des approches complètement différentes. Et je trouve que faire les deux, c'est super. Mais je pense pas que l'un améliore l'autre. Ça, c'est ma version des choses. Au début, je disais, en fait, dans un club qu'on n'a pas beaucoup, c'est-à-dire que par exemple au Maccabi, on a 3 cours de grappling. On a maintenant, avant on avait 3 cours de jiu-jitsu, maintenant on en a plus parce qu'ils ont fait des créneaux du matin. Et je disais, ouais, est-ce que je dois faire du jiu-jitsu? Je dis, vas-y, ça te donne plus, t'as envie de faire plus, vas-y, ça va toujours t'améliorer. Par contre, si on me dit, t'as 6 cours de no-gi et t'as 6 cours de jiu-jitsu brésilien, donc avec le gi, si t'as envie, il faut juste que tu choisisses ce que tu veux faire. C'est pas en faisant moitié l'un, moitié deux, l'autre, que tu vas te dire, je vais être meilleur dans une discipline. Non. Si tu veux faire que du no-gi, fais que du no-gi. C'est ma version des choses. C'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, parce que je pense que le gi ne va pas spécialement apporter au no-gi, le no-gi ne va pas spécialement apporter au gi. Par contre, ça reste le même sport, et faire les deux, on peut évoluer très bien dans les deux ensemble. Et en même temps, ce que je veux dire par là, c'est que si t'as que 3 cours de gi et que tu as envie de faire du gi à fond, fais du no-gi aussi, ça va t'apporter quand même pour le gi parce que tu pratiques plus. Mais si tu veux te spécialiser, je suis pas sûr que ça soit la meilleure chose. Maintenant, c'est mon point de vue. Et peut-être que je dis une erreur, mais c'est juste que c'est quand même deux choses différentes, c'est quand même deux sports différents. Toi, comment tu as vu ton évolution? Comment tu t'es senti évoluer? Comment t'es parti de base à aimer un style, à maintenant savoir quand même gérer pas mal de choses? Comment ça s'est passé ton évolution? Donc au début, la première année, ça a été compliqué, ça te remis sur terre. Ton orgueil il redescend. T'es en train de te dire, hé, t'es pas si fort que ça. T'as beau sortir de n'importe quel sport, t'es pas si bon. Il y a des personnes qui font 30-40 kilos de moins que toi et qui te mettent le bouillon de partout. Donc déjà, ça fait redescendre sur terre. Si t'as la force mentale pour accepter ça et que t'es plus dans un aspect de dire, je suis pas dans l'orgueil et je suis dans la discipline et j'accepte que la discipline soit dure pour arriver à prendre du plaisir, on est déjà dans la bonne direction. Et je pense que c'est la bonne philosophie à avoir. C'est souvent ce que je répète à mes élèves. Arrêtez avec votre orgueil, arrêtez de dire on se fait soumettre, c'est pas grave. Essayez des choses, voyez des nouvelles choses, pour essayer d'évoluer. Et j'ai vite compris que c'était comme ça. Au début, je l'avais pas compris et je voyais que je stagnais. Donc au début, ça a été très dur parce que je comptais sur ma force. Je venais ici, j'avais une boule au ventre. Chaque fois que je devais venir m'entraîner, parce que j'avais mon orgueil qui était mélangé, je voulais pas me faire soumettre, j'étais machin, et je me bagarrais, je sortais, je me suis pas fait soumettre, j'ai soumis ça, et je voyais que j'apprenais rien. Et le jour où j'ai réussi à me dire, écoute, accepte la soumission, va tourner avec des mecs plus forts, va tourner avec des mecs moins forts, arrête de choisir tes combats, et vraiment accepte ce qui se passe pour vraiment en retirer à chaque fois une leçon. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me dire, ok, là je commençais à apprendre. Et je me suis rendu compte que j'apprenais plus quand je me faisais soumettre que quand je soumettais. J'ai dit, ah, parce que ça trottait dans ma tête. Et je voyais, je dis putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que ça touchait quelque part mon orgueil. Je me dis, attends, comment ça se fait que je me suis fait soumettre là? Comment ça se fait que je me suis fait prendre le bras là? Et je suis sous la douche et tout remonte. Je rentre dans mon lit, je suis un peu obsédé, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me suis rendu compte, ok, ça va arriver une fois, ça n'arrivera pas deux fois. Et c'est les plus belles leçons que j'ai prises. Je pense que l'orgueil peut être bénéfique dans un sens où tu ne blâmes pas la personne, tu blâmes ton incompétence. Exactement. De se dire comment il a réussi à faire ça, Ouais.
c'est à moi de changer quelque chose pour que plus jamais je me retrouve dans cette situation. Ça, c'est très bien, mais sans être non plus trop dur envers soi-même. Parce que si on est trop dur envers soi-même, je suis pas bon, je suis nul, bah en fait, on se décourage. Il faut accepter de se dire, il faut être dur avec soi-même et aussi se mettre bien dans la tête qu'il n'y a rien qui résiste au travail. Rien ne résiste au travail. Ça veut dire que, ok, là, pour le moment, je me fais prendre par des personnes que je pensais être plus fort, mais si je travaille fort, je vais y arriver. Et si on arrive à avoir ce truc avec cet orgueil qui permet de dire, je veux pas accepter, parce que c'est ça au fil trop le truc, je ne veux pas accepter de me faire soumettre. Je n'ai pas envie d'accepter d'être moins fort et de me dire c'est ok. Non, l'orgueil, il faut qu'il soit là. Je veux réussir à être meilleur, je veux réussir à être plus fort que la personne en face, mais accepter dans l'orgueil de dire ok, là j'ai fait une erreur, là il a été plus fort, qu'est-ce que je dois faire pour être plus fort? Et ça, c'est la bonne direction. Donc la première année, ça a été ça pour moi, ça a été le plus dur. Et le moment où tu commences à trouver des solutions, etc., c'est là où il y a une option où tu te dis qu'est-ce que je fais? Je reste sur mes acquis? Je reste le plus fort de ma salle, ou je vais commencer à faire de la compétition, ou je vais commencer à aller chercher d'autres salles, ou je vais commencer à chercher du sparring. Et là, c'est les périodes où tu te dis, ok, je suis obligé d'aller voir un peu ailleurs. Toi, tu parles au moment de prendre de plaisir. Il m'a fallu pas mal de temps à prendre du plaisir. Toi, à partir de quel moment tu as réussi à vraiment t'amuser au jiu-jitsu, au grappling? Je pense, le plaisir, on le trouve toujours. C'est pour ça qu'on y revient quelque part, mais comme je dis, c'est très punitif, donc c'est dur. J'ai commencé à vraiment prendre du plaisir après 1 an et demi. Mais en fait, vraiment le moment où tu commences à prendre du plaisir, c'est le moment où tu commences dans une section, tu montes avec la section, tout le monde arrive à un niveau où tu sais, on est tout le temps en confrontation, et d'un coup, c'est la fin de l'année. Et d'un coup, il y a une nouvelle année. Et là, tu as des petits enfants qui arrivent comme ça. J'ai envie de faire du sport de combat, je vais te faire du dessus. Là, tu fais, là, on va voir si j'ai évolué. Et là, tu te dis, waouh, j'étais comme ça. C'est-à-dire que tu vois des personnes, c'est des lapins de 2 jours, quoi. Ils arrivent, ils comprennent rien, et tu dis, j'étais cette personne-là. Et d'un coup, tu commences à mettre ton jeu en place et tu te rends compte que tu domines. Alors, il n'y a pas de quoi se galvaniser parce que c'est des personnes qui viennent de commencer. Mais là, tu vois à quel point tu as évolué. Si tu as réussi à tenir pendant 1 an, si tu as réussi à arrêter dur au mal, si tu as réussi à faire ce qu'il faut, prendre du plaisir, trouver ta technique, commencer à trouver des choses sur laquelle tu te sens à l'aise dans un style de jeu. Ça arrive plus tard, trouver son style de jeu. Mais d'un coup, tu te dis, ok, ça y est, j'ai compris. Et là, tu vas te dire, ok, là, je commence vraiment à comprendre. Et en fait, quand tu commences à prendre du plaisir, c'est le moment où tu comprends que tu es très nul. Le moment où tu commences à devenir à peu près bon, c'est le moment où tu comprends que tu n'es pas bon. C'est vraiment là la clé. C'est-à-dire que quand tu commences à dire, ouais, je suis pas mal, je suis chaud, c'est mec, t'es pas chaud du tout. Et en fait, le moment où tu te rends compte que t'es nul, c'est le moment où tu te dis, mais dans quel univers je suis tombé? C'est-à-dire que c'est ça le jiu-jitsu, c'est ça ce sport-là, c'est comme dans les MMA ou dans n'importe quel sport. Le moment où tu comprends que t'es pas bon, c'est le moment où tu commences à devenir un pratiquant qui commence à avoir une valeur. Et ça, c'est ultra important. Est-ce que le grappling t'a amené à voyager? Est-ce que tu as voyagé pour le grappling? T'as été voir comment ça se passait aussi ailleurs? Ouais. Où ça? J'ai voyagé, déjà dans la France, je suis parti faire plusieurs stages. Je suis parti rencontrer des personnes à très haut niveau, Reno Flanagan. Je suis parti voir d'autres personnes aussi. Et je suis parti en Chine. Je suis parti en Chine avec un ami à moi, parce qu'en fait, il y avait une salle, parce qu'on est un peu des geeks. Et pour le coup, je suis vraiment un geek du jiu-jitsu. Et il y avait une salle qui s'appelait Méthode MMA. Et donc, ça s'appelle un truc de MMA, mais en fait, c'est vraiment que du grappling. Il y a un peu de boxe, un peu de machin, mais c'est spécialisé dans le grappling. Et il y a un combattant qu'on adore qui s'appelle Joseph Chen. Joseph Chen, qui est un jeune, qui a 19 ans, maintenant il est passé 20 ans, qui est ceinture marron et qui est déjà à la DCC, qui a gagné les Trials Europe, c'est une machine de guerre, qui s'entraîne à la B-Team avec Greg Jones, dans le Texas, et qui vient de cette salle, qui s'appelle Méthode MMA, où il est tout le temps. Il est toujours là-bas, donc il est toujours affilié à cette salle, et qui s'appelle Méthode MMA, et qui est à Shanghai. Et il y a une autre personne là-bas qui a gagné pour la première fois le premier Chinois qui a réussi à rentrer, parce que lui, il est moitié-moitié, il est moitié chinois, moitié sud-africain, donc il combat sous le drapeau de l'Afrique du Sud. Et là, il y avait le premier Chinois qui a réussi à donc côté Asie, mais dans l'Asie, il y a la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le machin, qui a réussi à se qualifier à la DCC Monde, qui a réussi à gagner la trial, et qui s'appelle Chou, et qui a réussi à faire les trials, les DCC Monde. Et on a adoré ça. Parce qu'ils avaient un jeu très souple, vachement basé sur les leg locks, c'est clé de cheville, étranglement arrière, ultra souple, ultra machin, le jiu-jitsu que j'adore. Et ils ont une marque qu'ils ont créée là-bas qui s'appelle Al Leone,
que j'adore, c'est eux qui l'ont créé. C'est eux qui ont Ça vient fait. de là-bas, Ok. à Léoné. Et ils avaient leur team à Léoné avec plein de sportifs qu'on adore. Et on s'est dit, bon, vas-y. Et la chance que j'ai eue, c'est que son père travaille à Shanghai. Et j'ai dit, OK, let's go. On est parti 10 jours, 10 ou 12 jours, par là. Et on s'est entraîné, je sais pas, 8-9 fois là-bas. Et on s'entraînait, on faisait le matin, le soir. On allait s'entraîner avec les compétiteurs. Ils nous ont vu arriver là-bas. Au début, on est arrivé tranquillement avec les gens lambda, on va dire, c'est-à-dire personne, les pratiquants, pas les compétiteurs. Et dès le premier cours, ils ont dit, OK, vous venez avec nous. Et on a tourné avec tous ces mecs-là. Et c'était incroyable. Avec des mecs et on les voit à la VCC, machin, et c'était incroyable. Et on voit le niveau, on voit la discipline, on voit et c'est là où c'est incroyable. Donc en fait, j'ai pris ce voyage parce que d'un côté, j'avais envie d'aller dans cette salle et que ça me faisait kiffer. Et en même temps, j'avais envie de voir la Chine et Shanghai. Donc j'ai un peu allié les deux plaisirs. Mais voilà, je suis parti en Chine pour ça, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une personne, toi, où vraiment tu es admiratif de son jeu, de sa personne? Pour toi, c'est qui le GOAT en termes de grappling, de jiu-jitsu? En fait, j'ai plusieurs personnes. Mais parce que j'ai des aspects spécifiques. Moi, j'adore Craig Jones. Je suis pas team Gordon Ryan, je suis team Craig Jones, clairement. J'adore Craig Jones parce que c'est une personne qui a une souplesse de ouf et qui s'est attaquée de partout, qui a toujours une solution. Et ce qui m'impressionne chez Craig Jones, c'est le côté où dans les positions les pires, il soumet. Genre, il a un jeu complètement dépareillé. Tu vois, genre, il est là, il fait des trucs, il part derrière, il fait des roues. Ça m'impressionne, il est ultra souple, tout ça, et je trouve ça super fort. Et en plus, il a vraiment allié le côté souplesse et le côté force. Donc ça, j'adore, et j'aime aussi sa personnalité, il est complètement fou, et je trouve ça super bien. Et j'aime cette... D'ailleurs, c'est pas pour rien que t'as un rash guard avec écrit Tutsi Burger, c'était une private joke, c'était un truc qu'on rigolait, et je l'ai fait, etc. Le truc Tutsi City, moi, c'est plus mon délire, c'est moins ce truc, moi je sais pas, les sharks, les machins, c'est un truc qu'on rigole, le machin et compagnie, tu vois. Donc j'aime sa façon de voir le jiu-jitsu, ce côté un peu fun, tout en étant ultra fort, parce que pour moi c'est le meilleur. Donc ça, j'aime bien. Après, par exemple, sur les passages de garde, je trouve qu'il y en a un qui est extraordinaire, c'est Andrew Tackett. Je vais regarder vachement ces passages de garde, parce qu'il a des passages de garde vachement à la volée, avec il prend des nord-sud très propres. Tout ce qui est, par exemple, tripod pass, je vais voir Joseph Chen, qui est incroyable. Tout ce qui je vais prendre, comment expliquer, Gardero, c'est-à-dire qu'on est sur le dos, et le fait de devoir recomposer tout de suite, le dos est impossibilité de réussir à passer la garde et d'attaquer de partout. Je vais prendre Levi's, qui va attraper sur les bérimbolos. Donc je vais prendre un peu, un peu de partout. Et donc j'ai on va dire ma dead squall. Genre je me dis, si t'en fais un personnage, c'est le mec impossible à battre, tu vois. Et donc je prends comme ça. Et je prends toujours sur des personnes, je me dis, ça c'est bien, ça c'est bien. Donc j'ai mes... Mais en termes généraux, j'adore Craig Jones, comme beaucoup de gens. Gordon Ryan, je le trouve incroyable, mais j'aime pas le perso, donc ça me fait chier. Mais il est très fort sur beaucoup de choses. Mais voilà, je prends un peu de tout le monde, de ces personnes-là. Quand t'es en dessous, les leg locks, et j'aime un mec qui s'appelle Owen O'Flanagan, qui je trouve est le spécialiste de leg lock et de heel hook, c'est-à-dire les clés de talon, et qui a pour moi la meilleure single X qui existe, et qui rentre de partout en single X, et qui a un jeu développé en dessous qui est fou malade. Et donc, je le prends, et d'ailleurs, je suis parti faire un stage avec lui, et donc c'est ça que je vais chercher. C'est-à-dire, je vais vraiment chercher les aspects chez chaque combattant, à regarder, et me dire, OK, lui, si j'arrive à choper un petit peu de ce qu'il fait en dessous sur la single X, je suis déjà monstrueux. J'arrive à prendre un petit peu sur ses passages à lui, je suis monstrueux. Donc, je prends un peu comme ça de partout. Voilà, c'est comme ça que je fais les choses. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est pour toi que le grappling en chaîne? En gros, en fait, c'est ce qui permet d'être fort. C'est d'avoir des transitions qui te permettent de tout le temps avoir un temps d'avance sur ton adversaire. Ça veut dire que tu ne regardes pas une technique et une position simplement en disant « il y a ça, si ça ne marche pas, bah tant pis ». C'est cette technique-là va m'emmener à réussir ça. Si ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et chaque chose que l'adversaire va me donner, ça va me permettre de pouvoir toujours prendre un temps d'avance. Parce que si j'attaque quelque chose qui sort de là et que je ne fais rien, on repart à neutre. Pour réussir déjà à avoir un temps d'avance sur un adversaire, c'est très dur. Un bon contrôle, un truc, sortir les hanches, c'est déjà super dur. Donc le moment où j'ai réussi à créer cette avance-là, il est hors de question que je le perde. Donc derrière, c'est là où le grappling, le wrestling, ce que tu veux, la lutte, etc., enchaîne, rentre. Réussir toujours à garder ce temps d'avance. Et de réussir à garder ce temps d'avance jusqu'à arriver à la soumission ou à un contrôle total. Donc ça, c'est le wrestling en chaîne, et c'est le plus important, c'est ce qui fait un bon combattant. Une personne qui attaque que sur des attaques uniques n'arrivera nulle part. J'ai senti vraiment un changement du moment où j'étais dans une position et j'ai su ce que j'allais faire après. Boum. Exactement. Ah, ok. Tu me donnes ça, je sais que ça va arriver, je sais ce qui va se passer derrière. Et c'est ça en fait, c'est toujours essayer de faire la première technique à fond
Pour vraiment être succès, c'est là où le problème, les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils veulent faire une technique en disant je fais cette technique-là pour avoir celle d'après. Ça ne fonctionnera pas. Je fais cette technique à fond. Parce que je fais cette technique à fond, il va me donner une vraie réaction. Dans cette réaction, je sais déjà ce que je dois faire. Donc toujours première intention d'aller au bout de ce que tu fais, mais tout en ayant derrière la suite. Et là, c'est là où tu as un vrai wrestling ou un vrai lutte ou un vrai grappling ou une lutte sur chaîne. Ok. Est-ce que tu as une technique en tête que tu aimerais un petit peu montrer? Eh ben oui, plein. Après, avoir sur le haut du corps, sur le bas du corps. Ça, c'est toi qui vois pour toi, justement, là où tu vois le plus de possibilités, là où tu es le plus amené dans cette position. Ouais, de partout. Mais je vais montrer un truc, même qu'on a pu voir ensemble. Ouais. Où je vais vous montrer ça. Bien, je vais vous montrer ça. Je vous vois un petit coup. Je suis ici, je suis face à mon adversaire, donc j'ai réussi à me trouver dans cette position. Je vais chercher le shoulder clinch. D'ici, j'ai beaucoup de choses à faire. Si mon adversaire monte vers moi et je sens que j'arrive pas à passer mon bras par-dessus, je vais garder la tête, décaler mon corps, passer au-dessus pour venir récupérer son dos. D'ici, une fois que je suis ici, je peux récupérer son dos, sortir, me redresser, revenir ici, rattraper son dos. Ça, c'est la première version. Si sur une shoulder crunch, j'arrive pas à passer mon bras par-dessus. Si j'arrive à passer mon bras par-dessus, je vais venir le décaler, rentrer mon bras et venir saisir mes deux coudes. Une fois que j'ai saisi mes deux coudes, là, je vais commencer à venir partir et me retirer pour venir faire un razor arm bar pour venir. Donc, je suis venu et je donne souvent l'aspect du fait d'avoir un bâton, de le casser. Donc, je prends les deux extrémités, puissance sur cette extrémité-là, puissance sur cette extrémité-là pour venir casser au milieu. Ça tape. Souvent, ces techniques, je sais que la personne va venir avec son bras par devant. Si j'ai anticipé ce qu'il faut, le bras qui est ici, le moment où il passe, je vais récupérer le poignet. Et je vais passer mon coude sous mon propre buste. Hop. Une fois que j'ai caché ça, je vais tout de suite venir couvrir avec mon tibia sur le haut de son crâne et venir tout de suite venir me placer de ce côté-là. Là, j'ai plus qu'à tirer pour faire le bas, le juji. Et souvent, c'est ce qui va venir rouler. Le moment où il roule, je vais en profiter pour mettre ce pied-là derrière sa tête pour venir passer et croiser au-dessus. Le fait d'avoir mis ça s'appelle pillow arm bar, c'est-à-dire que j'ai un contrôle sur lui, il ne peut pas commencer à sortir ni à droite ni à gauche. Et à partir de là, si on pousse vers le haut, je peux tirer à droite, à gauche, ça dépend où il est placé. Et si la personne, je n'arrive pas à le faire taper ici, je vais commencer à venir passer mes deux jambes par-dessus doucement. Je vais lui laisser la possibilité de se redresser, c'est-à-dire que j'étais ici, et il rentre tout seul dans son triangle. À partir d'ici, ou triangle, ou pareil, je repars sur un juji depuis ici, ou le triangle. Donc il y a beaucoup de choses et on peut encore en faire plein. Mais le but, c'est ça, c'est de réussir à avoir toujours une réponse à mon adversaire. Mais pour que chaque technique fonctionne, comme je l'ai répété tout à l'heure, il faut absolument que la première intention soit d'aller chercher le triangle, soit d'aller chercher le juji. Et derrière, les réactions vont vous permettre de faire tout ça. Est-ce que tu as un mot pour finir cette interview? Alors, le mot que j'ai à dire, déjà de une, c'est merci. Et là, je vais parler directement de coach à élève. Et tu es une personne qui est très impliquée, qui est très motivée, qui est très courageux. Parce que monter sur un tatami, c'est pas donné à tout le monde en compétition. De venir en entraînement, déjà, il faut avoir du courage pour entrer et pousser la porte d'une salle de gym et d'arts martiaux. De faire de la compétition, c'est pas donné à tout le monde. Et tu as toujours eu, je trouve, tu es plutôt admirable de la manière dont tu y vas. Tu y vas avec un mindset qui est... T'as pas de peur. C'est-à-dire que cette peur-là, elle se transforme en plaisir. T'as peur, mais c'est logique d'avoir peur, c'est normal. Mais tu arrives à combattre cette peur et tu la rends positive. Et ta façon de venir ici, tu es tout le temps très concentré, tu es vraiment dans un aspect où tu as envie d'évoluer. Et c'est un plaisir d'avoir des élèves comme ça, comme toi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'accepte avec grand plaisir de faire cette interview, parce que tu le mérites. Et ça montre aussi la passion que tu as pour ces sports, de vraiment d'aller voir les gens et à travers ça, c'est-à-dire que tu n'essaies pas de rencontrer juste un sport, c'est de rencontrer les humains qu'il y a derrière. Et c'est ce qui fait pour moi un bon combattant, c'est une personne qui a un grand cœur et qui a envie d'aller chercher plus loin que ce sport-là. C'est ce qui donne vraiment l'essence du sport de combat. Donc voilà, merci à toi. Merci beaucoup. Passe. Voilà, c'était Marvin. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses sur lui et sur sa vision des choses, que ça a pu même vous aider. Merci à lui pour le temps qu'il nous a donné. Merci au Maccabi, merci à Francatia pour nous avoir prêté la salle. N'hésitez pas, lâchez un commentaire, un like, un partage, ça nous ferait énormément plaisir et ça nous aiderait énormément. Restez branchés car le prochain invité n'est nul autre que le meilleur coach de 2024. À très vite. Abonnez-vous. Like, bisous.
なんとなく生きてんじゃないですか。迷ってんじゃないですか。生き生きしたい。簡単ですよ。過去のことを思っちゃダメだよ。なんであんなことしたんだろうって怒りに変わってくるから。未来のことも思っちゃダメ。大丈夫かな。ああ。